Salut tout le monde, cette nouvelle vidéo présente le retour d'expérience de Rodolphe Quedeville sur le thème « La scalabilité par la data ». Rodolphe est expert en management de bases de données, en particulier Postgres. Aujourd'hui, il est Head of Platform pour Smartway à Nantes. Il est en charge des équipes infra, DevOps et data. Il habite Plérin, à côté de Vannes, et il est en full remote depuis 2002. Faire cette vidéo avec Rodolphe a été pour moi un vrai plaisir. J'ai l'impression qu'on se connaissait depuis des années. Mais en fait, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. La première fois, c'était lors d'un meet-up l'année dernière. Et la deuxième, c'est pour cette interview. L'idée derrière les afterworks, c'est un peu ça. C'est ne pas attendre des années pour se voir et se revoir. Cette interview a été faite en deux parties. La première partie parle de data et de scalabilité. La seconde, c'est une réflexion sur l'évolution du développement de logiciels libres. Je rappelle, The Remote Tribe est une communauté de développeurs logiciels en full remote. Cette chaîne est faite pour eux. Bon visionnage à toutes et à tous. Ça commence maintenant. Bonjour Rodolphe. Eh ben bonjour Gwenaël. Voilà. Merci pour cette vidéo et le temps que tu as passé avec nous pour nous présenter ce sujet de la scalabilité par la data. Tout d'abord, peux-tu nous dire où nous sommes et pourquoi tu as choisi ce lieu? Oui, bah écoute, tout à fait. Moi, c'est un lieu que j'apprécie particulièrement. Là, donc, juste derrière nous, il y a l'île de Berdère. Donc, on est sur la commune de Lar-Morbaden. Et l'île de Berdère, c'est un petit peu notre passage du Goix à nous dans le Morbihan. C'est-à-dire que tu peux accéder à l'île à marée basse, mais tu ne peux plus y accéder à marée haute. Et j'aime beaucoup, moi, pour ceux de ma génération, ce petit côté club des 5 où tu peux partir à l'aventure sur Berdère et te retrouver enfermé la nuit. Et c'est un lieu qui est aussi symbolique un petit peu de la résistance bretonne. De nouvelle génération. De la nouvelle génération, voilà, puisqu'il y a eu un projet immobilier qui ne s'est pas fait justement sur l'île. C'était historiquement un centre de vacances, donc vraiment accessible à tout le monde, où tu peux faire des balades autour de Berdère. Donc c'est un petit joyau au sein du Golfe et qui a failli être privatisé par un projet immobilier qui n'a pas été fait puisque les concitoyens et les habitants de la Morbihan se sont opposés à ce projet-là pour le garder vraiment ce côté accès à un endroit exceptionnel au plus grand monde et au grand public avant tout. Un endroit ouvert. Un endroit ouvert, exactement, et libre d'accès. Et libre d'accès. Nous y reviendrons. Ok. Donc le sujet aujourd'hui, c'est, le sujet de cette vidéo, c'est la scalabilité par la data. À titre individuel, c'est pas deux termes que j'aurais mis ensemble spontanément. Bien sûr, je comprends le mot scalabilité, la data, et pourquoi. L'idée de cette trame, ça va être pourquoi ces deux axes ensemble. Mais d'ici là, peux-tu nous dire ce que tu fais? Tu es actuellement chez Smartways. Quel est ton job chez eux? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes équipes? Voilà, tu peux te présenter professionnellement? Oui, tout à fait. Donc moi aujourd'hui, je suis Head of Platform chez Smartway. Le poste de Head of Platform regroupe plusieurs équipes. C'est souvent un poste qui est assez mixte suivant les entreprises. Et chez Smartway, moi je suis en charge de toute la partie infrastructure et la partie aussi data ingénierie, qui est une partie de la data aujourd'hui. J'en suis arrivé là après, ça fait à peu près 25 ans moi que je suis dans le milieu, où je me suis intéressé à cette évolution d'Internet, cette évolution aussi de la donnée qui est arrivée, ce mouvement Big Data qui est apparu il y a quelques années. C'est un terme que j'emploie assez peu mais qui est pourtant intéressant, puisque quand on parle de Big Data et de scalabilité, on a effectivement cette notion de volume. Ce sont des sujets moi qui m'intéressent et auxquels je suis venu, puisqu'on était un petit peu dans ce paradoxe du monde nouveau, où on étouffait sous le trop et qu'on n'avait pas de manque. Autrefois, l'économie, quand tu avais un manque, tu avais des problématiques. Et dans l'informatique, on s'est retrouvé à un moment à avoir des puissances de calcul et aussi une génération de données qui allait beaucoup plus vite et se retrouver avec des problèmes en fait dans une phase de réussite. C'est-à-dire qu'une entreprise qui avait beaucoup de clients, qui avait beaucoup de données à manipuler, pouvait se retrouver en difficulté de suractivité, ce qui sont des sujets passionnants encore aujourd'hui dans mon métier, c'est-à-dire d'accompagner effectivement les entreprises à grandir et à passer ce qu'on appelle souvent le cap à l'échelle, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vas faire x10, x100, x1000. Ce sont des sujets qui peuvent arriver très facilement en informatique et qui doivent être appréhendés quand même avec un peu de finesse et souvent beaucoup d'études. Et qu'est-ce que tu entends par un peu de finesse? Parce que tu as parlé de Head of Platform. Moi, quand j'entends plateforme, j'entends infrastructure. Là, actuellement, ça va être plutôt l'infrastructure virtuelle. Mais alors que tu me parles de data, en fait. Oui, alors en fait, dans toute la partie data,
beaucoup d'entreprises vont se retrouver à devoir traiter de plus en plus de données en entrée ou en sortie, et tu vas avoir des mécanismes, enfin ce qu'on va faire, des problématiques de congestion, des problématiques techniques qui vont se rencontrer à certains moments de la croissance de ton entreprise. Et toutes ces données-là, si tu veux, si tu n'arrives pas en fait à les emprunter correctement, tu peux te retrouver dans des situations où ton système va simplement ne plus fonctionner. Tu as ce qu'on appelait à l'époque l'effet JT, c'est-à-dire que quand ton entreprise passait au journal télévisé, autrefois c'était une marque de succès, mais peu d'entreprises ont des infrastructures qui sont capables de supporter ça parce que tu as un afflux de transactions et de données à un instant T qui est dans des ordres de grandeur qui sont vraiment phénoménaux. Voilà. Et donc ça va te retrouver, tu vas te retrouver dans un blocage. Et ce qui est intéressant, ce que tu disais par rapport à la virtualisation, c'est que autrefois, quand tu devais gérer plus de données, tu avais un lien avec le physique, forcément. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de plus de serveurs. Moi, j'ai eu d'expérience où on allait traiter des flux vidéo, et ben, on allait racker 10 machines en plus. Aller dans un data center, se faire livrer 10 machines dans des cartons, les mettre, tu avais un vrai rapport entre ce que tu étais capable de produire et l'outillage dont tu avais besoin. Aujourd'hui, que ce soit dans Terraform, dans Ansible, dans n'importe quel outil de provisioning, que tu lances une instance 10 ou 100, en fait, c'est un digit sur un écran. Tu peux lancer 1000 machines au lieu de 100. Donc il y a eu une croyance de beaucoup à ce moment-là de se dire en fait on n'a plus de limite, ça y est, c'est fini. GCP, AWS ou Azure va nous fournir des capacités de traitement phénoménaux, allons-y, on n'est plus à s'en soucier. Alors qu'en fait tu vas te retrouver avec des phénomènes de congestion, tu vas te retrouver avec des phénomènes d'équilibrage entre des différents services qui vont fonctionner, et si ton load balancer il ne peut pas absorber peut-être 1000 instances derrière, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et c'est pas magique comme beaucoup aimeraient le croire. Ouais, ça peut paraître être un leurre en fait. On a la croyance qu'on peut faire ce qu'on veut et en fait on va être limité à un moment donné. Alors la limite sera beaucoup plus loin, mais... Exactement, la limite est plus loin, mais appréhender et être capable, tout le monde est capable d'écrire un programme informatique aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose qu'on constate, c'est très bien, on a énormément évolué sur les frameworks, sur ce genre de choses. Tu écris un système qui traite de la donnée sur ta machine, tu le lances, ça marche très bien. Tu le mets en production, tu as 3 utilisateurs, il n'est strictement rien passé de différence et ça fonctionne tout aussi bien. Tu as 3000 ou 30 000 ou 300 000 utilisateurs, ça ne marche pas aussi bien. Et ça, c'est effectivement, beaucoup de gens l'ont cru et ça ne s'est pas révélé dans les faits parce que tu as d'autres mécanismes à mettre en place. Qu'est-ce que tu entends par d'autres mécanismes? C'est-à-dire que là, dans l'imaginaire, c'est la partie DevOps, et là, tu es en train de dire qu'il y a, enfin DevOps ou infra, c'est-à-dire Ansible, Terraform, AWS, qui masque un petit peu le hardware, enfin même beaucoup. Qu'est-ce que tu entends par d'autres En fait, c'est autant des mécanismes aussi qu'une réflexion à avoir sur la façon dont tu vas traiter tes informations. Un exemple très simple et très pratique, c'est ce qu'on appelle la pagination. C'est-à-dire que tu as un ensemble d'éléments à afficher sur ton site, que ce soit une liste, et puis tu vas défiler dedans. Et au début, tout le monde avait par automatisme de mettre, si vous avez 100 éléments, 10 éléments par page. Si on fait les maths, ça fait 10 pages. Donc tu es sur page 1 et tu as affiché en bas, tu es de la page de 1 à 10. Pour être capable de faire ça, il faut compter ton nombre d'éléments globaux que tu vas avoir dans ton système. Quand tu as 2 milliards d'éléments, si tu as 10 pages, est-ce que ça a un intérêt d'aller mettre que tu es sur la page 989 000 et ainsi de suite? Tu as un problème technique parce que compter tous les éléments de façon précise, c'est pas toujours évident et tu vas pas pouvoir compter cette masse-là à l'instant T où tu vas afficher ta page. Et quand tu as cette masse d'éléments, normalement en tout cas, dans 89% des cas en toute logique, tu as énormément de gens qui utilisent ces informations-là et donc qui vont accéder à cette information en même temps. Et en plus, c'est une perte de sens. Parce que nous tous, quand on utilise un moteur de recherche, personne n'a été à la page 35 pour trouver une information s'il ne l'a pas trouvée dans les 34 premières pages. Clairement. Et les premiers à avoir débranché ça, c'était intéressant, c'était Gmail, où très rapidement, tu étais sur ta première page de mail, où Gmail a complètement révolutionné la façon dont il t'affichait les informations. On est arrivé avec cette nouvelle vision de dire, on ne range plus les choses, mais on les trouve avec un moteur de recherche, et donc à supprimer, parce que tu n'allais pas à la page 17, ni à la page 35, ça n'avait plus aucun sens.
Eh ben, cette habitude-là d'afficher le nombre de pages, c'est une habitude qui existe encore. Fonctionnellement, c'est très simple à mettre en place avec n'importe quel framework, mais tu as un vrai coût d'infrastructure derrière et tu vas avoir des vraies problématiques puisque ça va t'engendrer et de la latence et donc une dégradation de ton expérience utilisateur. Donc c'est là, si tu veux, que tu as effectivement cette relation et cette nécessité de penser ton système différemment quand tu changes d'ordre de grandeur dans les volumes d'informations que tu traites. Donc déjà là tu es en train de dire que quand on parle de scalabilité, voilà, moi dans mon imaginaire, scalabilité égale on augmente la taille des machines. Est-ce que tu es en train de me dire que les machines, aussi virtuelles soient-elles, elles sont limitées parce que de toute façon, plus on charge, plus il va y avoir une latence qui va se produire et il peut y avoir des réflexions sur le code, sur par exemple la pagination. On s'est vu l'autre jour, tu m'avais parlé d'observabilité. Est-ce que ça rentre aussi dans ce cadre? C'est indispensable parce que tu as besoin de savoir où tu en es, tu as besoin de savoir ce qui se passe. Une des métriques qui est assez basique, avec laquelle moi je travaille très rapidement, c'est que ce soit dans une page web ou sur un endpoint à API, combien tu fais une requête SQL pour récupérer les informations que tu vas afficher dans ta page. Aujourd'hui, avec les outils modernes d'ORM, de framework, tu n'as plus ce lien direct entre ce que tu vas afficher, tu vas manipuler des objets, et dans une page, tu vas mettre un nouvel objet, voire tu vas appeler une nouvelle propriété d'un objet parce que ça a été demandé de façon tout à fait logique par les produits. Et dans une évolution produit, tu affiches une nouvelle propriété d'un objet existant, tu vas peut-être générer une centaine de requêtes SQL en plus. Sans qu'à aucun moment, tu ne puisses t'en rendre compte sur ta première phase de développement, puisque dès ton univers fermé, qui est ta machine ou ton espace de développement, où tu as un jeu de données qui est limité, où tu vas avoir toujours des temps de réponse qui vont être assez comparables. Tu vas passer en production, et si tu n'as pas fait des tests de montée en charge, tu ne pourras pas éprouver ton code à cette nouvelle ordre de grandeur, et donc là, tu vas commencer à avoir des phénomènes dont tu ne pourras te rendre compte que par l'observabilité. Et là, tu as deux observabilités, tu as la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est celle que tu as mis en place avec des outils, avec tes équipes. Et la mauvaise, c'est le contentement de ton utilisateur. C'est quand tes utilisateurs vont commencer à te dire, la page est plus lente, ça ne s'affiche plus, c'est trop lent. Moi, je préfère la première observabilité, parce que l'observabilité par les utilisateurs, c'est souvent un petit peu trop tard. C'est quoi l'observabilité? C'est de l'observation? Exactement, c'est tout ce qui va être le monitoring, c'est tout ce qui va être, si tu veux, la collecte de métriques, on appelle ça, c'est-à-dire que tu vas mettre des sondes sur tes machines. Dans tes programmes aussi, aujourd'hui, tu as des solutions de tracing, ce qui va te permettre de dire, quand je vais faire un appel HTTP sur tel endpoint, je passe par telle fonction de mon code, je passe par telle fonction, j'ai telle et telle requête SQL qui s'exécute, et j'ai telle émission de message vers mon broker asynchrone. Et ce sont des logs, non? C'est une autre forme, ça va un petit peu plus loin. C'est l'observabilité, ça va regrouper et les logs et les collectes de métriques. C'est-à-dire que le log, tu vas vraiment enregistrer un événement dans une base d'événements, ce qui va te permettre de revenir à ça, mais tu ne vas pas forcément avoir de lien entre tes différentes lignes. Et la collecte de métriques, c'est-à-dire à cet instant-là, tu avais on a mesuré tel élément sur tel serveur. À cet instant-là, tu as 10 fois plus d'appels HTTP, et tu as 10 fois plus de requêtes SQL. Ton système se comporte à peu près bien. À cet instant-là, tu as eu un déploiement, tu as 10 fois plus de requêtes SQL pour exactement le même trafic HTTP. Peut-être qu'on a déployé une modification qui a un effet. Et ça, donc tu le mets en place avec effectivement, alors je ne citerai pas des marques, mais il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, tant dans le monde de l'open source que des solutions SaaS, qui te permettent de mettre ça en place assez facilement et qui t'apportent vraiment des informations très intéressantes. Dessus, tu vas construire des dashboards pour effectivement, toi, aller voir tes différents éléments, recroiser tes informations. Tu peux mettre aussi en place de l'alerting, c'est-à-dire que tu as des alertes qui se déclenchent quand tu as certains seuils qui sont franchis, où là, ça peut t'alerter. Le seuil auquel on pense tous, c'est l'espace disque qui est consommé à 50%, alors qu'il était à 20% depuis 10 ans. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas t'alerter. Et aussi, beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est le changement de pattern, parce que tu as énormément de systèmes, si tu veux, un trafic qui est dépendant du temps. C'est-à-dire qu'un trafic qui va faire du B2C en France, on va peut-être à courbe horaire que tu vas retrouver la nuit, on fait moins d'actions que le jour. Mais il y a un moment, tu vas pouvoir voir ça se décaler, c'est plus à partir de 16h, mais c'est à partir de 15h. Enfin,
Ou alors une variation entre tes périodes creuses et tes périodes hautes qui vont vraiment changer. Ou alors un pic d'activité en pleine matinée, ce qui n'arrive jamais, ce qui peut te mettre la puce à l'oreille pour détecter un phénomène non voulu. Mettre la puce à l'oreille pour détecter, ce sont des signaux faibles là. Est-ce que, parce que là en fait le sujet c'est un peu la scalabilité, est-ce que justement cette période d'observabilité permet de détecter des signaux faibles pour justement les corriger ou les appréhender pour justement pouvoir grandir massivement après? Est-ce que ça rentre dans... Alors, ça rentre complètement dedans, c'est aussi un accompagnement des équipes. Aujourd'hui, tu as plusieurs équipes généralement dans les entreprises. Tu as aussi toute cette mouvance avec le microservice où tu vas avoir une vision globale aujourd'hui d'un système d'information, c'est quand même vraiment devenu très compliqué. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, système d'information, tu avais 4 pages PHP qui se battaient en duel, une base de données. Tu étais capable en fait, de savoir à peu près ce qui se passait à tous les niveaux. Aujourd'hui, tu as énormément plus de couches, tu vas avoir des single page apps qui vont être devant, qui vont appeler un back-end, qui vont intervenir, interagir avec un système asynchrone. Cette vision globale, il est rare que tu l'aies. Donc tu as besoin de recréer ça quelque part par ton observabilité. Okay. Et en tout cas, de mettre des événements en relation. Ok. Tu as parlé de global. Parce qu'en fait, une scalabilité, c'est pas uniquement du switch passer de telle taille de disque à telle autre taille de disque, c'est beaucoup plus grand. L'autre jour, tu m'avais parlé de la RGPD, c'est-à-dire que on va retrouver des problématiques de conformité réglementaire. On va retrouver des équipes aussi, une gestion d'équipe qui va peut-être changer. Ou... Complètement. Qu'est-ce que tu entends par scalabilité, mais d'un point de vue global? Tu as plusieurs phases aujourd'hui, si tu prends une start-up, quand tu vas avoir ces effets d'ordre de grandeur, ces effets d'échelle, si tu veux, dans ta croissance, généralement tu as attaqué d'autres marchés. C'est-à-dire que tu es parti en Europe. Le stade ultime, pour beaucoup de métiers, ça reste d'arriver aux États-Unis. Tu as 30 millions de consommateurs en France, tu en as 300 millions aux États-Unis. Voilà, tout de suite tu fais x10 et donc à ce moment-là, tu vas te confronter à plus de trafic, mais aussi à du trafic différent. C'est-à-dire que tu peux te retrouver, comme on le disait tout à l'heure, avec un trafic où tu as une temporalité qui va disparaître parce que tu es sur les différentes time zones sur le globe. Donc là, tu vas avoir un trafic continu. Ça va t'apporter d'autres problématiques. Tu es sur un trafic franco-français, tu as une opération un petit peu lourde sur ton système d'information. À 23 h, tu le fais. Tu as quelques clients mécontents parce que c'est des couches tard, mais tu as assez peu d'impact sur ton business. Là, tu es en pleine time zone sur la côte ouest des États-Unis. En fait, il y a un moment où tu ne peux plus. Et là, tu vas te retrouver confronté au fameux SLA de 5 minutes par an. Ils sont difficiles à trouver ces 5 minutes. Forcément, tu vas avoir un impact sur ton business et tu vas devoir aussi discuter avec tes équipes européennes, avec les équipes aux États-Unis ou tes équipes en Asie. Donc cette croissance, ces nouveaux éléments-là, tu dois les prendre en compte parce que quand tu vas concevoir ton système d'information, tes migrations, tes évolutions, un système d'information aujourd'hui qui n'évolue pas, c'est quand même très rare. Tu te déploies et on est aujourd'hui dans une époque où on parle de déploiement continu parce que tu es en développement continu et donc tu as besoin de déployer ton nouveau système de façon très régulière. Ces déploiements-là, s'ils impactent ton trafic ou ton service, tu vas vouloir les éviter. Et donc, dans cette phase de scalabilité et de croissance de votre entreprise, tu dois changer ta façon de travailler, inventer des systèmes où tu vas pouvoir effectivement faire des migrations sans impact. C'est-à-dire que dans le flot de ta production, aujourd'hui, sur une base de données, tu vas changer ton schéma, tu as plein d'opérations qui sont assez neutres. Les systèmes de base de données, des moteurs comme Postgres, ont énormément travaillé sur cette partie-là ces dernières années pour te permettre de faire évoluer ton schéma tout en étant en production. Il y a quelques années, tu étais obligé d'éteindre ta base de données, tu étais obligé, en tout cas, sur certaines actions, tu avais un tel impact de performance que ton système pouvait se bloquer. Donc ça aussi, c'est des choses que tu vas prendre en compte. Tu disais aussi, par exemple, le RGPD très intéressant, c'est tu as un panel d'utilisateurs européens, donc tu dois stocker tes données en Europe. Tu as un panel d'utilisateurs californiens, tu dois stocker leurs données en Californie. Tu vas te retrouver dans des cas où tu ne fais plus des choix techniques pour ton architecture, mais où la partie légale va t'imposer certaines contraintes
et donc de penser ton système complètement différemment. Avoir une base de données délocalisée entre deux continents, avoir des temps de latence de 150-200 millisecondes, à un moment, ça peut être des choses qui t'impactent vraiment et auxquelles tu es obligé de prendre en compte. Oui, parce que les données sont hébergées en fonction des... les données utilisateurs peuvent être hébergées différemment en fonction de la réglementation des pays. De plus en plus, voilà. Ouais, chaque pays, maintenant, bon, en Europe déjà, c'est assez confort, mais l'Angleterre ne fait pas partie. Et donc, si tu es hébergé en Angleterre, ça peut te poser souci. Moi, j'ai eu le cas dans une entreprise où, effectivement, on avait fait un switch d'infrastructure purement technique entre Paris et Londres. Et il s'est trouvé qu'on a fini ça juste la veille du Brexit. Et que le lundi matin, on a commencé par replanifier notre nouvelle migration, puisque le Brexit avait eu lieu et que donc on allait avoir des soucis côté RGPD. Les procédures étaient les mêmes? Les procédures étaient les mêmes, on savait exactement quoi faire, c'était bien, on avait révisé. Hein, mais on a eu un très gros chantier technique qui n'avait aucune justification technique. Et ça, c'est des choses, effectivement, à une certaine taille d'entreprise que tu es obligé de prendre en compte. Et ça, c'était chez PeopleDoc? Ça, c'était chez PeopleDoc, oui, pour anecdote, oui. Ouais. Est-ce que tu peux... En fait, tu as commencé chez PeopleDoc en tant que DBA, c'est ça? Donc DBA, oui. Alors et rapidement, tu as monté en tant que manager, justement, pour aborder des sujets liés à la scalabilité de PeopleDoc. Tout à fait, ouais. C'était une double casquette et c'était assez intéressant. J'ai commencé par une mission, j'étais freelance à l'époque et j'étais intervenu pour des problèmes de performance plutôt côté base de données. Et à la fin de mission de l'audit, effectivement, en discutant avec le CTO, on a fait une stratégie pour voir comment est-ce qu'on pourrait résoudre ces problèmes-là. Et donc j'ai une double casquette, 50% DBA et 50% aussi, plus sur la partie accompagnement des équipes. Et l'idée était de résoudre les problèmes de performance à l'horizontale. Et pari très intéressant qu'on s'était donné tous les deux, c'est de se dire on arrivera à se mettre dans la bonne démarche que si on n'augmente plus la taille des machines. C'est-à-dire qu'on s'est donné pendant un an, malgré la croissance de l'entreprise, on ne touchait pas à la taille des bases de données, à la taille de l'instance qui tourne les bases de données, pour nous obliger à faire les améliorations au niveau du code. Donc en fait, tu as démarré avec cette condition-là. Il faut améliorer le code pour pouvoir grandir. Voilà, on n'a pas le choix. Parce qu'effectivement, si tu ne te mets pas dans cette optique-là, tu vas te confronter à un autre mur un jour. Mettre une instance plus grosse, c'est simple. Il y a un moment, il y a des limites physiques qui s'imposent à tout le monde, des limites de taille de processeur, de taille de RAM. Il y a des entreprises en France qui sont arrivées à acheter les plus grosses instances de machines physiques à un instant T, à se retrouver bloquées dans leur croissance parce qu'ils n'auraient jamais plus gros. Et si tu fais le travail côté logiciel, en fait, côté logiciel, tu as assez peu de limites. Tu as une inventivité, tu as une capacité, si tu veux, à produire des choses différemment sur laquelle tu as beaucoup moins de freins que sur le matériel. Ah, intéressant. Et donc, si tu pars dans cette optique de se dire, on va mettre en place les bonnes pratiques dans le code, les bonnes pratiques, l'auditeur, c'est l'observabilité, ça passe aussi par l'audit. Qu'est-ce qui se passe dans mon code? Quand je fais un appel HTTP, qu'est-ce qui se passe? Interroge des développeurs aujourd'hui, c'est assez rare que quelqu'un puisse se dérouler toute la chaîne de l'action A jusqu'à l'action B. Et en partant dans cette optique-là, on s'est mis effectivement à mettre en place un ensemble d'outillages, un ensemble de process. On avait à un moment mis en place un outil interne qu'on avait développé en interne. Sur la CI, sortait sur chaque test unitaire l'ensemble des requêtes SQL qui étaient exécutées. Et donc ta CI passait en rouge si tu avais un delta entre deux exécutions de CI. C'est-à-dire que tu avais quelque chose qui avait été modifié et donc c'était à regarder avec un DBA et avec un développeur. 99% des cas, c'était oui, effectivement, c'est ce qu'on voulait et on a une nouvelle requête, mais on le sait, alors que bien souvent on ne le sait pas. Et donc on peut avancer et tu avances en terrain connu. Et la vraie clé de la réussite, c'est effectivement tu avances en terrain connu, tu sais ce qui se passe. Encore cette semaine, j'ai fait un audit sur une partie du code. Pourquoi il y a 900 requêtes dans cette page? Non, c'est pas possible. Regarde, ah oui, effectivement, il y a... et c'est 3 caractères dans le code qui te font changer de requêtes à tes 900 requêtes. Donc au niveau de la démarche, première chose, c'est observer par l'audit. C'est l'audit et puis ensuite détecter les anomalies ou ce qui est étrange pour pouvoir justement corriger, adapter, améliorer et prévoir... améliorer les performances en fait. Exactement, oui. Et puis comprendre, parce que il y a quelque chose moi auquel je réfléchis depuis pas mal d'années, c'est la perte d'ordre de grandeur.
Aujourd'hui, la magie de l'informatique, moi je pense que les fondements de l'informatique, c'est la boucle. C'est que tu répètes une action X fois sans aucun effort. Tu vas juste changer ton incrément de boucle et tu vas faire 10 000 fois quelque chose que tu ferais une fois. Et ça, en informatique, tout le monde peut le faire. Et ben, tu ne mesures pas toujours effectivement les effets que ça peut avoir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de SmartWays? C'est quoi le produit de SmartWays? Qu'est-ce que fait SmartWays? SmartWays, notre objectif numéro 1, c'est de réduire le gâchis alimentaire. Où est-ce qu'on... Alors, il y a différents stades de gâchis alimentaire sur la production, sur le transport, sur l'étape finale chez le consommateur, mais SmartWays a mis le focus sur toute la partie grande distribution. C'est-à-dire accompagner la grande distribution à faire des inventaires, à faire des états, si tu veux, de leurs produits, avec toute la partie majoritaire aujourd'hui sur tout ce qui est produit avec une date limite de consommation. En fait, il y a un moment, ton produit, il s'approche de la date. Si tu en as commandé trop, bah, tu vas te retrouver à ne pas les vendre et donc être obligé de les jeter ou de les donner à des associations. Et donc, on a mis en place un ensemble d'outils et de techniques pour accompagner l'entreprise pour que cette partie-là ne soit pas trop chronophage et leur permettre effectivement de mettre en place essentiellement du discount, c'est-à-dire de la réduction sur le prix. Et si 2 jours avant d'arriver à date limite, tu mets 20%, tu as plus de chances de vendre ton produit. Donc c'est un ensemble de technologies qu'on met à disposition de la grande distribution. C'est quel type c'est principalement basé sur de la data, j'imagine? C'est l'analyse de données qui permet justement de... Enfin, c'est collecter des données pour pouvoir justement les restituer et donner des alertes sur tel ou tel produit? Ouais, c'est de la collecte. En fait, on a de la modélisation, si tu veux, des magasins. Les employés en magasin passent dans le rayon, vont voir la date la plus proche, vont enregistrer cette date-là dans un terminal. Les échanges se font, si tu veux, avec nos systèmes, et après on leur remonte des alertes pour leur dire en fait le magasin est découpé en éléments, en rayons, ce qui te permet aussi, quand tu as 400 ou 50 éléments dans ton magasin, à aller mettre l'effort de travail du matin sur les dates les plus proches. Peut-être que le 5e rayon, tu n'auras pas forcément le temps de traiter dans ta matinée. S'il peut être fait que le lendemain, tu commences dans un certain ordre et surtout, tu ne vas travailler que là où il y a un besoin. Puisque tu peux avoir dans ton rayon que des produits qui, dans la date et dans une semaine, et là, tu n'as pas de travail à faire. Alors qu'autrefois, les employés étaient obligés de passer intégralement, de façon exhaustive, dans l'intégralité du magasin où tu avais des dates courtes. Donc, on leur permet, si tu veux, de gagner du temps sur cette partie-là et surtout, le but numéro 1, c'est d'éviter de jeter des choses qui ont été produites. Et donc ça permet aussi, s'il y a un petit peu moins de ce qu'on appelle de casse, c'est-à-dire tous les produits qui sont jetés au rebut, tu auras moins de commandes aussi pour le magasin. Et donc, tu as un cercle vertueux qui se met en place en fait. C'est bien entendu, il y aura moins de commandes, il y aura surtout moins de déchets. Et pourquoi tu les as rejoints? Alors je les ai rejoints parce que je trouve que le projet est très intéressant, parce qu'aujourd'hui SmartWays se déploie à l'international. Donc il y a effectivement des montées d'accéder à un marché beaucoup plus grand, intègre aussi des nouvelles technologies, tout le monde parle de l'IA, on en fait aussi, puisqu'on est en train de s'intéresser à une autre problématique qui est un petit peu plus compliquée à résoudre, qui sont tous les produits qui se périment mais qui n'ont pas de date de limite de consommation. Typiquement les fruits et légumes, où tu n'as pas une DLC sur ta banane, mais il y a un moment ta banane va plus être vendue. C'est aussi des produits qui, avec un cycle un petit peu plus compliqué, puisqu'en fin de compte, entre ce que tu vas acheter si tu veux une masse de produits, tu vas sortir de ton magasin une autre masse de produits, mais entre les deux, si tu vends toutes tes tomates que tu as achetées, tu auras quand même vendu moins de tomates que ce que tu as acheté au niveau de la masse, parce que ta tomate va perdre de l'eau dans ta vie de ton magasin. Donc toutes ces choses-là, c'est un ensemble d'éléments à traiter. Tu vas vendre plus d'ananas l'été que l'hiver, tu vas avoir un événement, une temporalité, une saisonnalité qui va être beaucoup plus impactante. Et donc l'idée, c'est d'accompagner et de mettre en place des modèles d'intelligence artificielle où on va accompagner la grande distribution à passer la commande juste par rapport à ce qu'on prévoit qu'ils vendront. Ah, ok, c'est quand même assez complexe parce que dans ce cas-là, il y a une phase d'apprentissage sur les produits. Exactement, exactement. Comme dans tout modèle d'intelligence. Mais il y a quand même une grande diversité de produits. Et un grand volume. Et donc on collecte aujourd'hui beaucoup plus d'informations auprès des magasins pour entraîner les algorithmes et pour effectivement cette croissance d'entreprise,
ce besoin super de data fait qu'on s'est rapprochés, eux et moi, et on a trouvé qu'effectivement il y avait plein de choses intéressantes à faire ensemble. Ok. J'aimerais terminer ce premier thème. Tu m'as sorti, la scalabilité, c'est garantir l'accès à la data. Peut-être de plus en plus d'utilisateurs, enfin tout le monde peut le constater, hein, alors de moins en moins, parce qu'effectivement on a beaucoup évolué là-dessus, mais acheter un billet de train jusqu'on sait bien d'ouvrir, c'est un petit peu compliqué. Une vraie réussite en termes de scalabilité, c'est les impôts. J'ai déclaré mes impôts hier, date limite, ça a parfaitement fonctionné. Il y a 10 ans, c'était impossible de déclarer ses impôts quand tout le monde y était, parce qu'on avait effectivement des choses qu'on n'avait pas appréhendées, puisqu'on était encore un petit peu dans ce déni de dire que l'informatique fonctionnait tout le temps. Et donc garantir la scalabilité, c'est garantir que ton système fonctionne tout le temps, donc garantir que tu puisses accéder à la donnée que tu vas chercher. Cette donnée, ça peut être un horaire de train, ça peut être une information culturelle sur Internet, ça peut être une information financière sur un site. Donc, et à un moment aussi, à toutes les données, si tu penses à Wikipédia aujourd'hui, tu as à peu près le même temps de réponse pour n'importe quelle page de Wikipédia, quel que soit le sujet, que ce soit la vie de Britney Spears ou un champignon morbihanais, tu vois, très peu connu. Ça fait partie effectivement de la démarche de la scalabilité. Et garantir l'accès à la donnée, d'un point de vue global, c'est pas uniquement un accès entre guillemets physique ou logique à la donnée, mais aussi est-ce qu'on a le droit d'accéder à cette donnée? Oui, parce que ça, et ça c'est intéressant que tu mentionnes ça, parce que autant c'est très simple d'accéder à tout, autant c'est beaucoup plus compliqué d'accéder que ce à quoi tu as le droit d'accéder. Si je prends un rendez-vous médical, je n'ai pas envie de voir les rendez-vous médicaux de tous les autres patients. Et bien sûr, toute la partie filtrage, toute la partie sécurisation des données, ça a énormément de coûts en termes de processing. Et c'est souvent là que tu vas retrouver des mécanismes où ton système va ralentir, parce que tu dois vérifier effectivement toute ta couche d'accès pour savoir si tu peux délivrer cette donnée-là. Alors que si tout était ouvert, Internet irait beaucoup plus vite. Bon, c'est peut-être le mot de la fin pour ce premier thème. Ce qui est le mot de la fin pour ce premier thème, mais parce que c'est intéressant juste quand même, parce que j'aime beaucoup parler, c'était un des points de l'arrivée du logiciel libre en France, c'est quand les premiers systèmes d'échange sur Internet ont été protégés par un mot de passe, ce qui a déclenché une lumière chez Michel Salman, qui a lancé le modèle du logiciel libre derrière.